Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous sur LM24. C'est pour votre bien, consacré à votre logement et à l'immobilier. Chaque semaine, que vous soyez locataire ou propriétaire, nous allons vous venir en aide pour vous donner les clés, les conseils, les astuces pour y voir clair et pour trouver les solutions à vos problèmes. Une seule adresse mail pour nous contacter, info@lm24.be. Je ne serai évidemment pas seule. Autour de la table, nous vous avons constitué une bande redoutable. On a pour habitude de les appeler maîtres, mais sur LM24, ils deviendront les amis sur qui vous pourrez compter. Pour cette première, je suis ravie d'être entourée, comme je le suis, avec, et ça file droit avec elle, Sophie Maquet, notaire à Bruxelles. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est une main de fer dans un gant de velours. Marie-Hélène Toussaint est avec nous. Bienvenue. Merci, bonjour. Liège est votre fief, mais pas que. Pour compléter le tableau, Jonathan Caboret, aussi souriant qu'efficace, vient de Liège. Bonjour Jonathan. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Et enfin, rigueur et sympathie. Voilà quelques-unes des nombreuses qualités de Jérôme Hoth à la tête de son étude bruxelloise. Bienvenue également. Merci. Et merci à tous les quatre d'avoir répondu présent. Nous sommes ensemble pour venir en aide à nos téléspectateurs. On le sait, la question du logement est aujourd'hui centrale. Le prix, que ce soit des loyers ou à l'achat, n'ont jamais été aussi hauts, sans parler des difficultés pour s'y retrouver entre toutes les réglementations qui pour beaucoup alors dépendent aussi de votre région. Chaque semaine, sur base de votre vécu, des situations parfois difficiles auxquelles vous devez faire face dans votre quotidien, eh bien nous tenterons d'apporter des pistes, de trouver des solutions. Les différentes affaires que nous traiterons aujourd'hui nous emmèneront notamment à Jodogne, où Fabien a récupéré son appartement dans un état d'insalubrité totale après l'expulsion de son locataire et de nombreux loyers impayés. Alors que faire, comment réagir et quels sont les recours? Nos notaires vous éclaireront. Dans C'est pour votre bien, nous prendrons aussi la direction de la rue Massot à Pepinster, rendue tristement célèbre après les inondations de l'été 2021. Philippe se voit contraint de céder contre sa volonté la maison de son enfance à la commune. Et enfin, dans un autre registre, avis aux amateurs, à Astières, un camping est mis à la vente. À quel prix et dans quel contexte? C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec Joël Lemar. C'est parti, c'est pour votre bien. Et pour démarrer ce premier numéro, nous allons accueillir en plateau Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de vous être déplacé. Alors Alain, vous nous venez du Brabant wallon, de Sarre, Messières, Guillaume, très précisément, c'est dans la région de Cours-Saint-Étienne. Ou alors, Alain, le terrain que vous avez acheté il y a quelques années déjà maintenant, mais nous verrons encore les répercussions que cela a entraîné aujourd'hui. Vous avez acheté ce terrain avec votre épouse Véronique et il vous a réservé bien des surprises. Comment ça s'est passé très concrètement ? C'est-à-dire que dans les années 80, mes parents et nous-mêmes avons décidé de chercher un terrain plus à la campagne qu'en ville, puisque nous habitions à Bruxelles. Et on a cherché, et puis on est tombé sur une petite annonce, une immobilière à Sarre-Messières-Guillaume qui vendait un terrain suffisamment grand que pour construire les deux maisons. L'architecte nous avait bien dit, n'achetez pas ça à mon avis. L'architecte est venu, il a tapé 3 fois du pied sur le sol et il a dit, vous êtes un très bon terrain, vous pouvez y aller. Donc sans investigation autre que simplement le fait de se déplacer. Au moment de l'achat, il n'y a pas eu d'autres investigations. C'est au moment de commencer les travaux qu'on a fait des essais de sol. Et un essai de sol sur les 2 qui avaient été réalisés n'était pas très bon. Alors, une première petite question, est-ce que ces essais de sol, il est possible de les faire avant d'acheter le terrain? C'est compliqué ça, non ? Sophie. Il suffit de demander, tout est possible de négocier avec son vendeur, donc il était possible pour les parents de demander de faire des essais de sol et d'insérer ces essais de sol comme une condition suspensive de l'acquisition du terrain. Si le terrain n'avait pas été propre à la construction, ce qui s'est révélé malheureusement le cas dans le cas d'Alain, il aurait pu se rétracter et ne pas acheter. Oui, parce qu'en fait, sur ce terrain, il y avait eu précédemment un dépôt d'immondices, plus qu'un dépôt, un véritable dépotoir. Au départ, c'était une carrière qui a exploité la chose pour en faire du colorant pour ciment. Et puis quand la carrière a arrêté d'exploiter, eh bien, les habitants, la commune, l'usine Henrico sont venus déverser leurs déchets
au vu et au su de tout le monde, puisque j'ai contacté l'ASPAC qui m'a envoyé des photos où on voit bien le dépotoir jusqu'en 71, en tout cas à ciel ouvert. Alors vous nous avez fourni d'ailleurs ces quelques photos que l'on peut découvrir. Alors, plus qu'une tuile, cette découverte, elle a littéralement mis votre projet de construction à mal. Oui, absolument, parce que c'était un plein pied, mais construit sur une dalle, et on s'est retrouvé devant l'obligation de faire des caves. Or, on ne savait pas très bien où était le niveau stable, et donc il a fallu commencer à creuser, au hasard, jusqu'au moment où, coup de chance, le niveau était suffisant pour faire des caves, mais le budget est passé dans les caves. Ça veut dire que vous avez construit des caves et derrière, plus de budget pour la maison ? Le bâtiment fait à peu près 26 mètres sur 11 mètres. Vous imaginez la champignonnière que ça a nécessité. Et le budget des caves n'a pas envahi pratiquement tout le bâtiment. À un moment donné, on s'est retrouvé vraiment au bord de la faillite pratiquement. Dites-moi, alors là, je m'interroge de manière un peu naïve peut-être, quand on découvre toutes ces immondices, qu'est-ce qu'on en fait derrière, Marie-Hélène ? Est-ce qu'il y a une obligation de rendre ce terrain à nouveau propre ? Alors, actuellement, parce qu'évidemment, la réglementation n'était pas la même quand vous avez acheté, actuellement, quand on demande un permis pour construire, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut déclencher justement une obligation de faire des études de sol. Et à partir du moment où on constate qu'il y a une pollution potentielle, il y a parfois l'obligation d'aller plus loin dans les démarches et donc de faire évacuer de manière à rendre le terrain plus propre. Alain, on était dans les années 80. On se rend compte qu'à l'époque, il y avait probablement moins d'investigations. Visiblement, tout le village était au courant, y compris le notaire qui a signé l'acte, puisqu'il était du coin et qu'il était échevin. Il connaissait très bien la situation. Vous n'allez pas vous faire des copains autour de la table, hein ? C'est la réalité. Je n'ai pas à dire excuser qui que ce soit. Voilà, tout le monde était au courant, et les villageois aussi, et les voisins aussi. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai voulu contacter l'immobilière qui vendait le terrain, et le monsieur a eu la mauvaise idée de décéder très vite après. Est-ce qu'il y avait dans votre chef aussi peut-être un manque d'informations ? C'est-à-dire que vous n'avez pas non plus de manière proactive fait les démarches que vous n'imaginiez même pas peut-être devoir faire, hein ? C'est-à-dire qu'il y avait surtout une urgence. Mes parents ayant vendu leur maison, et il y avait une urgence à commencer les travaux parce qu'ils allaient se retrouver sans logement. Moi, j'avais résilié le bail, c'était un peu moins grave, mais pour mes parents, ça devenait urgent. Et on s'est retrouvé aussi sans architecte le jour même, pratiquement, parce qu'il y a eu une petite astuce qu'on n'avait pas bien lue, c'est que dans le contrat, il avait précisé que si la maison n'était pas entamée dans les X mois, il avait droit à toucher l'entièreté de ses honoraires. Ce qu'il a fait, et puis il est parti aux États-Unis. Alors là, une vraie question, je me tourne vers vous, Jérôme. Le problème de la précipitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché immobilier, il est tendu. On a tendance à se précipiter un peu parce qu'on a peur que la bonne affaire nous file sous le nez, avec parfois des problèmes comme ceux-là qui peuvent se poser très vite après coup. Tout à fait, mais je pense qu'effectivement, monsieur l'a dit lui-même, il est utile de parfois prendre le temps, et peut-être que s'il avait été un peu écouter les voisins, et ça c'est le cas aujourd'hui comme c'était avant, interroger le voisinage pour voir si on ne connaît pas la région, quel type d'activité il y avait, et là monsieur aurait pu se rendre compte qu'il y avait eu des activités polluantes, ou en tout cas des déchets qui avaient été déposés. Et ça se répète également aujourd'hui. Je dirais, quand vous achetez, que ce soit dans un immeuble, etc., un peu ouvrir les oreilles. Et Sherlock Holmes. Voilà, et Sherlock Holmes, oui, mais parfois c'est juste poser des petites questions à gauche, à droite, et honnêtement, il vaut mieux parfois rater peut-être bonne affaire que de se retrouver dans les problèmes, puisqu'on entend que monsieur, ça a été très loin, puisqu'au niveau économique, et il y a des cas encore de plus en plus aujourd'hui aussi, on entend des gens qui économiquement en fait ne savent pas aller au bout de leur projet, ce qui arrive souvent avec des conséquences dramatiques, puisqu'en fait ils revendent même à un prix inférieur à l'investissement qu'ils ont fait, et donc ils se trouvent vraiment dans un état de faillite. Alain, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez quand même pu construire cette maison. Vous y êtes toujours aujourd'hui, hein ? Oui, ça fait plus de 40 ans qu'on y est. Et les déchets sont toujours enfouis ? Ah non, alors il y a donc, s'est posé la question d'évacuer ces fameux déchets et ces terres, puisque c'était un mélange. Alors, pour économiser les choses, l'entrepreneur a proposé de creuser, de déposer ça avec des camions. Donc, nous avons vécu avec des mini-terris sur l'ensemble du terrain.
parce qu'on n'avait pas les moyens de les évacuer ni de payer le transport de ces déchets. Rassurez-moi, ils n'y sont plus 40 ans plus tard. On les a un petit peu légalisés, repoussés à gauche, à droite, et on ne voit plus rien. Comme le terrain était, d'ailleurs, quand on l'a acheté, on ne voyait rien non plus. Il y avait eu 10 à 20 cm de terre qui avaient recouvert l'ensemble. Volontairement, vous pensez ? Oh, je pense que oui, parce que c'était trop beau que pour être vrai. Je veux dire, si la carrière avait encore été à ciel ouvert, on aurait eu des trous partout, mais il n'y en avait plus. Jonathan, est-ce que dans ces cas précis, il n'y a pas moyen de faire annuler la vente ? Alors, c'est assez compliqué de faire annuler une vente parce que quand vous achetez, que ce soit un bien immobilier, une maison ou un terrain, il y a toujours une clause d'exonération dans le chef du vendeur des vices qui sont dits cachés. Alors, on a les vices qui sont apparents, c'est tous les défauts visuels que vous avez pu constater quand vous avez été visiter le terrain et vous avez offert un prix en prenant en considération tous ces défauts apparents. Parce qu'on n'est pas censé les... Vous n'êtes pas censé les ignorer. Vous avez vu, par exemple, le fait que le terrain soit penché, etc., et qu'il faudra peut-être légaliser. Donc ça fait partie de tout ce que vous avez pu constater lorsque vous avez visité le terrain. Mais c'est finalement la même chose quand on achète un bien immobilier qui est déjà construit. Et à côté de ces défauts qui sont apparents et pour lesquels il n'y a absolument aucune garantie, il y a des défauts qui sont dits cachés. Et là, dans les ventes immobilières, le choix du législateur belge a été de plutôt protéger quelque part les vendeurs et de protéger les ventes en disant que les vendeurs sont supposés ne pas être au courant. Et que si l'acquéreur souhaite faire annuler la vente, il lui appartient de démontrer que le vendeur était au courant du problème et qu'il lui a sciemment caché. Et c'est la question de la preuve qui est assez difficile en pratique. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué de faire annuler une vente. Oui, et du côté de personnes qui finalement sont souvent novices aussi en la matière. Vous n'étiez pas le problème aurait été certainement... Bon, à l'époque, on n'a pas été plus loin. Le problème était que c'était une question d'emplacement de la maison. Quelqu'un aurait pu me dire, mais mettez votre maison ailleurs. Mais nous ne savions pas où était la décharge, même une fois qu'on a creusé, parce qu'on a agrandi. Les endroits où on a agrandi, ce n'était pas une décharge. Donc, et puis urbanistiquement, on ne met pas sa maison où on veut non plus sur un terrain. Non, voilà, il y avait les contraintes d'égouttage, etc., qui nous imposaient de la mettre où elle est située. Mais on s'est rendu compte que le restant du terrain, on ne sait pas très bien s'il y a encore un dépotoir ou pas, parce que là, il n'y a pas de photo, quoi. Donc, Bon, et aujourd'hui, vous êtes très heureux dans cette maison ? Absolument. On l'a regretté au départ, parce que franchement, ce fut très C'était la galère. On a vécu sans plafond, ni sans plancher, puisque ça a été très laborieux, et on a dû beaucoup travailler, mon père et moi, pour arriver à faire ce qu'on n'avait pas eu les moyens de faire au fur et à mesure. Mais depuis lors, nous, on est très heureux. Si c'était à refaire, vous ne le referiez pas ? Pas comme ça en sachant les tuiles qui nous sont tombées dessus, non. Non, on ne le referait pas, non, ça c'est certain. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est je dirais, enterré. C'est le cas de le dire, oui, en effet. Merci, en tout cas, Alain, d'avoir partagé votre expérience malheureuse, mais qui peut servir à tous nos téléspectateurs. C'est important de mettre tout le monde en garde. Et je vous souhaite encore de très, très longues années. Très heureux, d'ailleurs, dans cette maison. Je vous propose à présent de passer à la Minute du Notaire. La Minute du Notaire, on va se tourner vers vous, Jérôme. Revenir peut-être sur le principe de consulter son notaire avant de faire une offre. On l'a vu avec Alain, c'est quand même important et ça peut être lourd de conséquences. Le fait de prendre ces renseignements en amont, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a toute une série d'outils, je pense notamment à l'attestation du sol, ce sont des choses qui dans les années 80 n'étaient pas forcément demandées et consultées. Aujourd'hui, quand on consulte son notaire en amont, on évite des catas. On évite effectivement des catas, mais surtout on met en place les bonnes questions à poser au vendeur ou à l'agent immobilier pour vous aider, en tous les cas, au-delà du notaire, peut-être même encore avant d'aller chez le notaire. Il y a le site notaire.be sur lequel il y a pas mal de fiches didactiques qui reprennent tous les points importants. C'est vrai, c'est très bien fait et c'est très ludique presque. Ouais. Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Donc c'est vrai. Et l'avantage, c'est que sur cette base-là, effectivement, vous allez déjà arriver chez votre notaire avec peut-être les questions très particulières de votre cas qui est le vôtre, et de pouvoir alors discuter avec le notaire pour, sur base des documentations qui auront été envoyées auprès du notaire, vérifier si les choses les plus importantes sont bien remplies par rapport à l'offre que vous avez faite, par rapport à la publicité qui vous a fait acheter le bien et faire l'offre. On a toujours un peu peur d'appeler son notaire, on a peur de déranger, de tomber comme un cheveu dans la soupe. On peut aussi avoir peur de ce que ça coûte, Jonathan. Alors, dans la plupart des cas, le premier rendez-vous chez le notaire est offert. Donc, alors ça, à mon avis, nos téléspectateurs l'auront bien noté. Oui, donc il ne faut absolument pas hésiter à passer la porte des études notariales, passer un coup de fil, indépendamment du notaire. Les collaborateurs
Des notaires sont également à même de répondre à la plupart des questions qui sont posées. Donc il ne faut absolument pas hésiter. Ça fait partie du rôle du notaire, quelque part. Sophie, ça vous tient à cœur, le rôle du collaborateur. Marie-Hélène, c'est vrai qu'on parle toujours du notaire, mais le notaire, c'est une équipe. Oui, je crois que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte que nous sommes entourés d'une équipe solide, de personnes secrétaires, comptables, juristes de tout niveau. Et vraiment, ils sont là pour vous aider. Trop souvent, on entend que les personnes n'osent pas poser les questions. Or, nous, on a vraiment un devoir de conseil qui est au cœur de notre mission. Et on préfère pouvoir aiguiller les gens en amont que de devoir rattraper parfois des problèmes en cours de route. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et consulter les collaborateurs de notaires, c'est aussi une possibilité, sans pour ça forcément devoir parler au bon Dieu. On peut aussi parler à ses saints. On peut parler à ses saints et le bon Dieu, maintenant, il est connecté. Hein. Nous faisons des réunions en ligne de plus en plus. On a quitté le notaire des Aristochats. Le notaire est moderne. Ah, je vous confirme, Sophie, aucun d'entre vous ne ressemble au notaire des Aristochats. J'espère que tout le monde est rassuré, ça va? Bon, allez, surtout ne bougez pas, on se retrouve juste après la pause. Très très vite, info@ln24.be. Notez bien l'adresse mail pour nous contacter. Et vous aussi participez à l'émission. À tout de suite. Retour sur LN24 dans la deuxième partie de C'est pour votre bien. Je vous rappelle très rapidement l'adresse mail. Écrivez-nous, présentez-nous votre situation, posez-nous vos questions, info@ln24.be. Et le deuxième cas nous emmène à Jodogne où Fabien a récupéré son appartement dans un état monstrueux d'insalubrité totale après l'expulsion de son locataire et de nombreux loyers impayés. Alors on a réussi à joindre Fabien. On l'écoute. Je loue un appartement chez moi depuis 2006 et récemment, mon dernier locataire, il a commencé à ne plus payer le loyer. Non seulement il n'a plus payé, mais il n'a plus donné aucune nouvelle. Je ne le voyais plus. J'ai demandé l'expulsion de mon locataire et à récupérer mon bien. Et un jour, les huissiers sont venus et procédaient à l'expulsion. On s'est rendu compte que l'état de l'appartement était lamentable. Il y avait 2 chats décédés, il y avait une inondation. L'électricité marchait presque plus. Les toilettes étaient remplies à ras-bord de ces excréments et débordaient même. Ça débordait et ça coulait à l'étage inférieur. C'était vraiment horrible. L'odeur était insoutenable. Et donc, voilà, j'ai récupéré un appartement complètement démoli, tout frais confondus, avec les frais d'huissier, l'expert, plus tout ce que j'ai à refaire pour récupérer mon bien dans l'état dans lequel il était. Au moment où j'ai loué, j'en ai pour à peu près 40 000 € que je n'ai pas. Devoir avancer toutes ces sommes en sachant que je ne vais jamais les récupérer, c'est compliqué à assumer. Oh, c'est l'enfer, là, franchement. Les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on se sent quand même terriblement démunis face à cette situation, non? Qu'est-ce qu'on fait, Sophie, en tant que propriétaire, quand ça nous arrive? Et c'est quand même la crainte de beaucoup de propriétaires qui louent aussi. D'abord, on râle, j'imagine, et c'est légitime. Ensuite, j'espère que notre ami Fabien avait fait un état des lieux avant l'entrée en jouissance de son locataire, permettant de prouver, parce que là, l'état post-bail, il est clairement établi que ça ne va pas du tout. Et donc, il faut juste espérer qu'il avait un état des lieux prouvant dans quel état il avait donné le bien à son locataire. Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, le code prévoit que le bien est remis dans l'état dans lequel il a été reçu. Même si l'état est celui-là. Même si l'état est celui-là. Donc ça, c'est la règle de base. Un état des lieux, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut passer par un expert? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Si on le fait soi-même, qu'est-ce qu'il doit comporter, Jérôme? Alors, dans les moyens actuels, effectivement, pour faire un inventaire, on peut le faire, enfin un état des lieux, pardon, on peut le faire soi-même. Ah oui, c'est valable donc. Alors, c'est tout à fait valable, c'est une convention entre parties. Alors, l'avantage, c'est que ça coûte moins cher si on le fait soi-même, avec un petit dossier photo et peut-être descriptif des coûts et autres qu'il pourrait avoir dans les murs. Oui. C'est totalement suffisant. Maintenant, l'avantage d'avoir un expert, c'est que c'est un tiers qui va faire l'état des lieux, avec aussi une expertise, puisqu'il est expert. Évidemment. Donc, et il va peut-être voir des choses qu'on ne voit pas et peut-être déjà attirer l'attention sur certaines choses auxquelles il faudra peut-être faire attention sur l'usage du bien. Marie-Hélène, est-ce qu'un expert, à la sortie, puisqu'il est censé revenir, va également chiffrer les coûts? Oui, on va pouvoir avoir un document qui est plus complet que celui qui va être fait, évidemment, entre parties. Il a autorité.
autorité, il a été mandaté par les parties, donc pour moi, oui. Est-ce que ça coûte cher de faire appel à un expert? Parce que ça peut faire peur aussi à l'entrée, à la sortie, ça fait quand même des coûts et encore faut-il derrière que le locataire sortant soit solvable. Alors, ça peut avoir un coût. Généralement, on parle de quelques centaines d'euros, ça dépend un peu des régions du pays. Généralement, on dit que c'est à frais partagés, donc entre le locataire et le propriétaire. Maintenant, l'une des parties peut également payer et supporter ce coût toute seule si jamais elle le souhaite. Oui, ça c'est contractuel, on décide. C'est contractuel. Par contre, ne pas en faire du tout, par contre, ça peut coûter nettement plus cher que de passer par un expert ou que de le faire soi-même à fortiori. Imaginons ici que l'expert soit passé derrière, puisque le locataire s'est évaporé dans la nature, il faut encore pouvoir le retrouver. Alors, quels sont les recours possibles dans ces cas-là quand le locataire disparaît? Il est possible d'aller en justice devant le juge de paix, d'abord pour faire constater les dégâts si on a une garantie locative qui a été versée, ce qui est évidemment vivement conseillé aussi. Pas seulement de l'écrire dans le bail, mais de la faire verser, parce que parfois on voit que c'est prévu, mais elle n'a pas été versée. Donc déjà, on va pouvoir utiliser ça. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est une bonne chose. Et puis derrière, pour autant qu'on ait, c'est vrai, les moyens, on peut aussi faire appel à un huissier. Moi, j'ai déjà rencontré une situation dans laquelle le locataire avait été retrouvé longtemps après. Il y avait eu la possibilité pour le propriétaire d'aller récupérer un petit peu d'argent contre le locataire qui avait été condamné. Parce que je pense que dans des situations comme celle-là, même si en général on sait que la loi protège les locataires, les juges aussi, mais quand même, dans des situations comme celle-là, je pense que le bailleur doit avoir confiance dans la justice. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une procédure. Il ne faut pas attendre. Sophie, est-ce qu'il y a des conseils à donner pour éviter ce genre de situation? Quand on choisit un locataire, c'est difficile, il y a du feeling, mais quels sont les conseils à donner? Est-ce qu'il y a une checklist? Alors là, c'est très difficile comme sujet parce que les agences immobilières sont censées, si on le met en location via une agence, elle fait le tri, elle va aller vérifier les rentrées financières du locataire, se renseigner sur les précédents propriétaires qui ont eu cette personne comme locataire. Donc ça rejoint un peu le premier sujet, le bouche à oreille, essayer de savoir si le locataire qui nous est présenté est quelqu'un de confiance. Mais on ne peut pas tout faire non plus. Non. Quand on est propriétaire, il y a un certain respect de la vie privée. Alors on entend de tout. Est-ce qu'on peut demander les fiches de paie? Est-ce qu'on peut contacter les anciens bailleurs de la personne qui se présente? Tout est possible en lui demandant son accord déjà au locataire. C'est vrai? S'il marque son accord, qu'on puisse faire notre enquête. À partir du moment où on a une shortlist, il y en a un qui nous plaît, peut-être commencer à avoir son accord pour contacter les précédents. Et à ce moment-là, on contourne un peu l'obstacle GDPR, quoi. Et ça veut dire demander son accord par mail en disant voilà, est-ce que... Oui, voilà. une trace écrite. Une trace écrite. Mais là, toutes les traces écrites sont possibles, elles peuvent être utilisées, même un WhatsApp, on a l'accord, donc c'est suffisant. Et puis pendant la durée de vie du bail, moi je dis souvent à mes clients, il faut passer voir de temps en temps votre locataire. Il y a trop de personnes propriétaires de biens qui ne sont pas allées voir leurs biens depuis 20 ans. C'est évidemment malheureux ce que Fabien a vécu ici, mais je pense que peut-être il y aurait eu la possibilité de s'en rendre compte un peu plus tôt et de couper, de stopper l'hémorragie. C'est un droit du propriétaire de se rendre dans l'appartement, d'exiger quelque part, d'avoir accès? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Il y a un droit de visite qui est prévu dans le contrat de bail. Et le propriétaire a le droit d'aller visiter son bien au moins une fois par an. Ça peut même être 2 fois par an. Sur rendez-vous? Sur rendez-vous et moyennant un préavis normal, pas débarquer l'heure d'après chez son locataire. Oui, donc moyennant un petit préavis, une demande de rendez-vous, il y a la possibilité bien sûr, d'aller zioter. Quoi, on va prendre le café? Qu'est-ce qu'on fait alors dans ces cas-là? On peut trouver une petite excuse. On n'est pas obligé de dire à son locataire, on va aller vérifier si le bien est en ordre. On peut trouver une petite excuse technique pour dire on aimerait bien se rendre sur place. Alors je vais noter, les gars, très concret, prenez note à la maison. Vérifier la robinetterie, vérifier un point sur l'électricité, prendre des mesures pour un meuble, peu importe, mais on peut utiliser plein d'astuces et de petites raisons pour aller visiter son bien. Mais en tout cas, y aller au moins une fois par an, ça me paraît être le minimum. Oui, c'est le conseil qu'on aurait pu donner à Fabien. Ça fait un peu penser à ce syndrome de Diogène, c'est ça? On en entend régulièrement parler. Est-ce que ce sont des cas, je m'adresse à vous 4, que vous voyez passer souvent? Je pense que tous les 4, on a déjà eu des ventes après succession, vacantes ou autres, où on a retrouvé une personne morte dans l'appartement ou dans la maison.
Et donc ça arrive quand même effectivement. Ah mais là on est loin du syndrome de Diogène. Syndrome... C'est le syndrome de Diogène où on est effectivement un appartement où il y a un amas de tout. Dans tout l'appartement, donc même pour marcher, c'est compliqué. On a vu dans l'exemple de Fabien, je ne sais pas si le locataire était atteint de ce syndrome, mais en tout cas, c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver quand on ouvre un appartement avec une personne atteinte d'un syndrome de Diogène. Et en gros, il faut se frayer un passage. Et ça oblige, après, évidemment, c'est des remises en état assez conséquentes. Alors ça, Sophie, ça peut être une véritable moins-value aussi pour un bien immobilier. Comment ça se passe? On a des équipes qui interviennent quand on est propriétaire ou qu'on hérite peut-être d'un appartement avec cet état-là. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des sociétés spécialisées? Qu'est-ce qui se passe? Il y a clairement une société de nettoyage et dans le cas des images qu'on a vues de l'appartement, de désinfection. Oui. Mais ça, comme le dit Jérôme, on a tous eu des situations malheureuses avec des Diogènes et le point culminant du syndrome, c'est la conservation des excréments. Donc là, c'est clairement ça que malheureusement Fabien a vécu avec son locataire. Donc là, on doit faire appel à une société spécialisée pour complètement remettre cet appartement en état. Les canalisations sont fichues. Il faut désinfecter cet appartement du plafond au plancher. Donc c'est lourd comme coup. Les propriétaires n'ont pas toujours le courage de partir en justice. Parce que, vous le disiez il y a un instant, Marie-Hélène, on a parfois le sentiment qu'on protège bien le locataire parce qu'il y a des propriétaires aussi qui abusent parfois de certaines situations. Et on a vu des marchands de sommeil, on a vu ce genre de choses-là. Et on a le sentiment que parfois des propriétaires beaucoup plus scrupuleux, parfois sont mis en défaut en raison de ce manque d'équilibre. La loi est difficile à mettre en place à ce niveau-là, non? C'est vrai, c'est pour ça que tous les petits tips qu'on donne ici sont vraiment des tuyaux. Ils doivent vraiment... Tout ce qui est à leur disposition, ils ne peuvent pas passer à côté. Donc tout ce qui est état des lieux, garantie locative, passer sur place, c'est vraiment le minimum. S'il y a un problème, s'il y a un impayé, ça peut arriver, mais il faut tout de suite prendre contact avec le locataire. Et malheureusement, si les impayés se répètent, je pense qu'il ne faut pas trop attendre parce que souvent, le temps que la procédure, s'il y a procédure, se clôture, ça prend quand même des mois et généralement, les impayés s'accumulent. Si il ne sait pas aller en justice, il faut essayer de négocier avec le locataire. Et ce que je voulais quand même ajouter aussi, c'est que quand on achète un bien dans l'idée d'investir, malheureusement, il faut que le propriétaire intègre dans son calcul de rentabilité le fait que oui, parfois on peut tomber sur un mauvais locataire, parfois on peut avoir un vide locatif, des loyers impayés. Donc dans le calcul de base, il faut en tenir compte. Et je vous propose de vous arrêter là-dessus une seconde avec la minute du notaire. À ce propos, est-ce qu'il existe une formule magique, j'ai envie de vous demander, pour un calcul qui nous permettrait de se dire, voilà, en comptant tel loyer sur telle durée, il y a quand même moyen d'absorber les imprévus financiers? Jonathan. Fondamentalement, il n'y a pas de formule magique pour déterminer exactement la rentabilité d'un bien immobilier. Généralement, on disait qu'il fallait compter 10 mois sur 12. Donc enlever 2 mois de loyer. Maintenant, il faut quand même être prudent parce que dans tous les frais que vous pouvez avoir en tant que propriétaire, vous avez évidemment les frais qui consistent à réparer la vétusté du bien que vous allez louer, la vacance locative, on en a parlé, si jamais votre locataire ne vous paye pas, mais vous avez également les impôts. Donc le précompte immobilier, le précompte immobilier, oui. Taxe foncière, que parfois on appelle cadastre. Oui, et c'est important, et qui reste à charge du propriétaire. Il n'est pas question qu'un propriétaire demande à un locataire de payer la charge et la taxe foncière, à condition qu'il y habite, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand c'est un bail de résidence principale, vous n'avez pas le droit de réclamer le précompte immobilier à votre locataire. Voilà. C'est illégal, c'est interdit. C'est important que tous les locataires le sachent. Et même si le locataire répond à certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'une réduction du précompte immobilier que vous devez ristourner à votre locataire. Ouais. Ah, ça, peu de gens le savent. Oui, les enfants à charge. À partir du 2e enfant à charge, il y a une possibilité de réduction du précompte qui est au profit du vendeur, mais qui doit le restituer, comme dit Marie-Hélène, au locataire. Au locataire. Et il ne faut pas non plus oublier que même si on est très peu taxé sur les loyers en Belgique, il y a quand même une légère taxation basée notamment sur le revenu cadastral à l'impôt des personnes physiques pour les personnes qui louent un bien à des privés. Donc un peu moins de 10 mois. Alors on part quoi? Sur 9 mois, 9 mois et demi sur 12? 9 mois, oui, 9 mois c'est vraiment la prudence absolue. Voilà.
et la prudence quand c'est le notaire qui vous le dit. Hein. Notez bien le bon conseil. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de C'est pour votre bien. Je vous rappelle l'adresse mail pour nous contacter, info@ln24.be. Nous sommes de retour sur l'N24 pour la suite de C'est pour votre bien. Toutes les semaines, nous répondrons à vos questions. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, vous avez des interrogations, vous vivez une situation difficile, n'hésitez pas, contactez-nous. info@ln24.be. Notre bande de notaires aussi redoutables qu'efficaces sont là pour répondre à vos questions en plateau. Venez nous rejoindre sur le plateau en studio ici à LN24 et pour la suite de C'est pour votre bien. Alors nous allons nous prendre la direction de la rue Massot, c'est à Pepinster. Elle a été rendue tristement célèbre, cette rue, à l'été 2021, où lors des inondations de l'été, ces inondations dont tout le monde se souvient, eh bien, la maison de Philippe a également été touchée. Alors il faut savoir que Philippe, cette maison, il la connaît depuis toujours, puisque c'est la maison de son enfance. Toute une série d'immeubles de cette rue ont été rachetés par la commune, parce que la commune souhaite tout simplement faire disparaître ces immeubles pour éviter les inondations et les drames futurs. Seulement voilà, Philippe ne veut rien entendre. Philippe estime que c'était une crue exceptionnelle, une crue du siècle, et que pour un futur plus ou moins proche, il n'y a plus réellement de danger. C'est la raison pour laquelle Philippe a alerté les médias et ne souhaite pas céder sa maison à la commune, ou en tout cas aux autorités, pour qu'elle soit abattue. Alors, les autorités veulent acheter cette maison, encore faut-il être d'accord sur le prix, mais Philippe estime ici qu'il n'est pas question d'achat et que malgré le prix quel qu'il soit, il n'est pas vendeur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en Belgique, on peut, je me tourne vers vous Sophie, est-ce qu'on peut décider de racheter la maison de n'importe qui et grosso modo, son propriétaire n'a rien à dire? Alors, ça n'est pas n'importe qui propose de racheter, c'est l'autorité publique. Et nous sommes dans un état de droit où le bien commun doit supplanter le bien personnel, donc dans le cas présent, celui de Philippe. Et la commune, l'autorité, la région, je ne sais pas quelle est l'autorité qui exproprie dans ce cas-ci, parce qu'il s'agit d'une expropriation, même si je pense la méthode n'a pas été aussi directe. L'idée, c'est de sécuriser les berges et donc de faire passer le bien commun avant le bien particulier de Philippe. C'est la définition de l'expropriation, parce que quand on dit c'est pour le bien commun, ça peut être très vaste. Ici, on espère éviter des drames futurs, mais l'expropriation, au sens large, elle peut entrer en considération dans tout un tas de cas de figure. Non, c'est de l'utilité publique. Donc l'autorité doit démontrer que l'usage des berges est nécessaire à l'utilité publique. Et ici, ça, je pense, ça ne fait pas l'ombre d'un pli, bien que je sois bruxelloise, mais la sécurité des berges est essentielle pour que la Vesdre ne déborde plus. Jonathan, comment ça se passe dans ces cas-là? Qui détermine le prix? Alors, il y a généralement deux situations. La première situation, c'est quand l'autorité publique entend faire ce qu'on appelle une expropriation amiable. Et donc, elle va trouver la personne qu'elle souhaite exproprier, elle lui annonce son intention de faire usage des textes de loi qui lui permettent d'exproprier même sans l'accord de la personne en question. Donc un jour, on reçoit un courrier, quoi. Oui, grosso modo. On vous informe de la procédure et on vous indique les raisons pour lesquelles on souhaite vous exproprier. Et donc, il y a une première phase qui est dite amiable. Et finalement, la plupart des expropriations se cantonnent à cette phase-là. On va plutôt rarement dans la phase judiciaire d'expropriation. Et donc, on essaye de se mettre d'accord sur un prix. La commune propose un prix. L'exproprié peut contester l'estimation qui a été faite et proposer un prix supérieur. Donc c'est vraiment de la négo. Ouais. Oui, il y a une négociation qui rentre. On négocie avec qui alors? Avec les gens de l'autorité? C'est quoi? C'est le bourgmestre? Non, l'autorité généralement va envoyer un estimateur. Et donc va mandater quelqu'un pour... Un expert? Un expert, oui. Ça peut être un notaire d'ailleurs. Hein. Ah oui? Oui, tout à fait. Ça peut être un notaire désigné par la commune pour réaliser ce genre d'estimation. Ça peut également être un expert immobilier. On peut faire une contre-expertise aussi. On peut, en tant que propriétaire, si on n'est pas d'accord avec le prix avancé par le notaire, notamment, on peut faire appel à quoi? Une contre-expertise, ça se fait?
Je pense que c'est possible si on est dans le contexte justement de ces expropriations amiables, mais c'est vrai que c'est un peu étrange, ces deux termes qui sont antinomiques. Oui. Donc oui, je pense que s'il a des arguments, il peut les faire valoir, mais la commune, elle doit avoir un rapport et elle ne peut pas offrir n'importe quel prix. Et aussi, indépendamment du prix, en général, elles allouent une indemnité complémentaire, justement censée tenir compte de la situation malheureuse, bien évidemment, dans laquelle se trouve la personne concernée. Donc, Jonathan, ça c'était le premier cas de figure. Oui. Et le deuxième cas de figure, c'est l'expropriation, là, qui est prévue par la loi. Et donc, il y a toute une procédure qui est mise en place avec des possibilités de contestation par avocat. Et puis, in fine, il y a quand même un expert qui va venir trancher, qui va fixer un prix. Et là, c'est définitif. Là, on n'a plus le choix. Alors, négocier le prix, c'est une chose. Dans le cas précis de Philippe, il ne veut pas partir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comme dit Sophie, c'est la force publique qui est là et qui va exproprier, manu militari, va obliger donc la cession du bien, et donc Philippe va devoir partir et va devoir se reloger. Va devoir partir. Jérôme, je veux bien, mais si Philippe il se barricade à la maison, il ferme tout, va faire quoi ? On appellera un huissier de justice et la police qui viendront le déloger, oui, malheureusement. Ça s'est vu, ça ? Ça arrive. Alors, nous, on le rencontre plutôt dans le cadre de réserve de jouissance. Donc, quand des vendeurs se réservent le droit de rester dans un bien immobilier, ou alors quand il y a une saisie, donc il y a des occupants dans une maison qui ne veulent pas partir, parfois on doit envoyer notre acte à un huissier qui, lui, accompagné de la police, va pouvoir aller déloger la personne qui occupe la maison indûment. Et donc la police vient sonner et grosso modo, on vous tire dehors, c'est ça ? Oui. Ça peut arriver. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour les personnes concernées parce qu'elles ont déjà vécu des inondations, qu'il y en a certaines qui ont déjà rénové le bien, qu'elles ne comprennent pas que la valeur n'atteigne pas nécessairement le montant qu'elles auront mis dans le bien. Donc on doit rappeler qu'une valeur immobilière, ça ne va pas forcément être celle de tout ce qu'on a mis comme argent dans un immeuble. Donc, c'est pas toujours facile à entendre. Bah non, mais c'est très injuste surtout. Oui, mais parce que parfois, on va mettre plus d'argent parce que c'est notre bien et qu'on s'y sent bien et on sait qu'au-delà de certaines dépenses, ça va être somptuaire, comme on dit. Voilà. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que dans les contextes dont on parlait ici, finalement, si la commune a pu trouver des accords avec le voisin de gauche, avec le voisin de droite, peut-être qu'actuellement, Philippe, il ne veut pas, mais il va peut-être se rendre compte aussi que il va se retrouver dans une situation compliquée puisque tous les voisins seront partis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui, avec sa maison tout seul là ça ne marche Je vais me faire l'avocat du diable, mais je reviens à ce que vous disiez il y a un instant. Mes voisins n'ont peut-être pas investi le même montant dans leur maison que moi dans la mienne. Et quoi, à partir du moment où j'ai tout un tas de justificatifs, où j'ai des factures de travaux, d'extension, je ne peux pas faire valoir ces montants-là ? Parce que mes voisins vivaient dans des maisons moins bien valoir, mais disons que les estimations, les dépenses nécessaires, les dépenses utiles, les dépenses juste qu'on a faites pour se faire plaisir ne sont pas forcément dans une vraie expertise prises en compte de la même manière en termes de valorisation du bien. Et puis le montant investi est rarement le montant de la plus-value. Souvent le montant investi est supérieur à la plus-value réelle qu'il donne au bien. C'est ça, pas en tout état de cause. C'est pas le but. Quand on investit de l'argent dans une maison, c'est derrière, quelque part, pour en retirer quand même un minimum. En tout cas, au minimum, ce qu'on a mis dedans, non ? On prend souvent l'exemple de la piscine. Si vous faites une piscine chez vous, votre maison ne va pas prendre de la valeur en concurrence du montant investi dans la piscine. La plupart du temps, en tout cas. C'est vrai, ça ? Oui. Et ça s'explique comment ? Ça s'explique parce que vous faites des travaux pour vous, par rapport à ce que vous estimez être votre confort, à ce que vous estimez être de la qualité, à ce que vous estimez être bien, mais que le nouvel acquéreur ne partagera peut-être pas votre vision de l'immobilier. Donc, forcément, ça peut avoir un impact sur le prix. Je suis un peu surprise parce que souvent, on entend les gens dire oui, quand on s'y connaît un petit peu, c'est mieux d'acheter un bien où il y a des travaux à faire parce que ça coûtera moins cher en définitive. Or, ce que vous me dites là va à l'encontre de cette logique. On est plutôt parti sur l'idée d'acheter quelque chose sur lequel il n'y a pas trop de travaux à faire parce que la plus-value ne sera pas au rendez-vous ? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que les biens qui sont rénovés se vendent plus cher parce que les acquéreurs, maintenant, n'ont plus trop envie de faire des travaux parce qu'ils ont peur, parce que le coût des matériaux a augmenté, parce qu'il faut trouver un entrepreneur, trouver quelqu'un de fiable, etc. Difficile. Et donc, il est clair que les biens qui sont rénovés ont une cote sur le marché qui est plus élevée que les biens qui sont à rénover. Ah.
Donc, effectivement, les biens qui sont à rénover, il y a un potentiel de plus-value qui est plus important que dans des biens qui sont déjà rénovés. quand même. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez investir dans votre maison, si vous commencez à mettre une salle de bain en marbre, eh bien, votre salle de bain en marbre, elle sera peut-être très belle, vous l'aimerez beaucoup, mais votre maison ne va pas prendre une plus-value à concurrence de ce que vous avez investi dans votre salle de bain. Donc c'est ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'il y a une différence entre les dépenses qui sont faites pour une plus-value normale de la maison, puis il y a des dépenses qui sont dites somptuaires et qui ne doivent pas être prises en considération. Mais néanmoins, pour revenir au cas de l'expropriation, il faut quand même reconnaître que lorsque les autorités publiques exproprient, elles sont relativement généreuses dans les montants qu'elles offrent aux expropriés. J'espère que ça pourra être au moins un petit lot de consolation pour notre auditeur. Et mettre un peu de baume au cœur à Philippe, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors là, on va changer de région et on va prendre la direction d'Astières. Astières, très jolie région. À Astières, il y a un bien plutôt atypique qui a été mis en vente par Joël. Joël qui est à la tête depuis de très très nombreuses années, plusieurs générations même, d'un camping. Écoutez-le. Je m'appelle Joël Lemarque, donc je vais avoir 65 ans cette année. Le camping qui existe depuis 1960, donc ça fera 66 ans cette année. Donc il y a eu mes grands-parents, mes parents et moi depuis 36 ans. Donc je suis la personne qui a tenu le plus longtemps le camping. Et puis, bon, aujourd'hui, moi, j'ai pas d'enfant, donc je pense qu'il faut tourner une page et puis il n'y a personne pour reprendre après moi. Donc, pour moi, estimer le camping, je m'étais renseigné auprès des notaires de la région pour connaître un peu le prix des terrains. Maintenant, comme c'est grand, forcément, il ne suffit pas de faire une multiplication. Souvent, plus la superficie est grande et plus le prix diminue au mètre carré. L'intérêt de mon camping, c'est que j'ai pu racheter tous les terrains qui me touchaient et qui sont pratiquement tous en zone de loisirs. Et aujourd'hui, avoir une zone de loisirs, c'est compliqué parce qu'on n'en fait plus. Il faut quand même savoir que c'est quand même des budgets. Pour agrandir le camping, il va falloir réinvestir dedans. Donc, c'est un beau projet. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des gens qui soient solvables. Donc, ça ne se trouve pas comme une maison. Quand vous vendez une maison, s'il est au juste prix, elle se vend dans les 3 mois, je dirais. Bon, un camping, il faut faire le projet financier, puis voir pour les travaux, pour l'agrandir. Je vais m'adapter aussi aux conditions. Donc, je suis ouvert aux discussions, à écouter des projets. C'est pas que je suis fermé sur un prix et je n'en démords pas. Je vais avoir une réflexion qui va évoluer avec le temps. Bon, alors voilà qui n'est pas courant, hein. Acheter, vendre un camping. Alors visiblement, le bien est visible sur ImoWeb. Ça veut dire que quoi, on achète un camping comme on achète n'importe quelle autre maison, Jérôme ? Dans l'absolu, oui. Là, on achète un terrain, en tout cas, avec les caravanes. En fonction, il faut aussi voir si les caravanes appartiennent aux résidents ou font partie du camping. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est un peu plus atypique qu'une simple maison, puisque au-delà du terrain, il y a l'activité de camping et qui va représenter ce qu'on appelle un fonds de commerce. Et probablement, il y aura bien un prix pour le terrain et un prix pour l'activité. Alors ici, Joël vend l'ensemble. Voilà, donc la possibilité d'exploiter aussi le camping. Voilà, et ce que je pense que Joël dit très bien, c'est qu'il y a une volonté de transmettre quelque chose et donc il est ouvert à la discussion. Dans ce genre de projet, ce qui est important pour un repreneur, c'est de pouvoir avoir la garantie que le cédant va accompagner, va peut-être rester encore quelques années. On entendait qu'il arrivait vers 65 ans, qu'il voulait tourner la page. Ça peut être contractuel, ça, voilà, on achète, mais moi, j'ai jamais tenu de camping, exploité un camping, donc j'attends du vendeur quelque part qui me file tous les bons tuyaux et toutes les bonnes astuces. Et je pense que c'est utile pour un repreneur, surtout s'il n'est pas de la région, c'est d'un peu commencer à sentir et laisser justement Joël lui apprendre un peu les trucs et ficelles du camping et de ce camping-là, parce qu'un camping n'est pas un autre. Il y a probablement une rivière peut-être pas trop loin, donc comment évolue la rivière. Donc toutes ces petites choses-là, apprendre les signes. Oui, ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, hein, voilà, faire marcher le bouche à oreille. Ça, tout à fait. Et peut-être aller voir chez les occupants, puisqu'il y a peut-être des occupants qui viennent régulièrement, voir comment fonctionne ce camping. Est-ce qu'il y a déjà eu des inondations, pas d'inondations mais voilà, mais si on sent vraiment la volonté de transmettre et donc d'investissement et de la discussion. Mais il y aura vraiment 2 choses à discuter, le terrain et probablement le fonds de commerce. Bon, alors là, je m'adresse vraiment
au notaire. Est-ce que quand on achète un camping, après, on se dit, parce qu'il y a des petits malins qui, à mon avis, doivent quand même se poser la question, on se dit, OK, pour le moment, c'est un camping, mais il y a peut-être moyen de moyenner. Et derrière, je peux faire de beaux lotissements. Si c'est éventuellement constructible, je pourrais y mettre quelques belles maisons, peut-être faire une plus-value. Est-ce que tout ça est envisageable? Comment ça se passe? Mais je pense que notre ami a répondu en disant qu'on était en zone de loisirs. Oui. Ça n'est pas nécessairement constructible, la zone de loisirs. Donc, c'est pas si simple. Entre le cas d'Alain, au début de l'émission, qui achetait dans les années 80, où c'était un petit peu plus la jungle, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, on est dans quelque chose d'excessivement encadré. Une zone de loisirs, c'est une zone de loisirs, point. Donc, le petit malin, il va juste se retrouver dans une situation avec un camping qu'il ne sera pas capable d'exploiter. Oui, et là, j'aimerais m'arrêter un instant sur une nouvelle minute de notaire, les amis. Cette minute de notaire, on va la consacrer à ce qu'on appelle l'infraction urbanistique. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus une vente d'appartements, une vente de maisons, d'immeubles, sans qu'à un moment donné plane le spectre de l'infraction urbanistique. On peut peut-être expliquer ce qu'est l'infraction urbanistique et comment on peut faire pour y échapper. Parce que c'est pas simple, hein, quand même. Alors, une infraction urbanistique, c'est relativement simple. En théorie, c'est à partir du moment où vous ne respectez pas le code. Et donc, à partir du moment où vous construisez, où vous détruisez quelque chose sans avoir respecté ce que prévoit le code de l'urbanisme, que ce soit en région Wallonne ou à Bruxelles, eh bien, vous avez commis une infraction urbanistique. Mais vous êtes également en infraction urbanistique si vous avez acquis un bien où il y avait déjà une infraction urbanistique puisque vous la poursuivez. C'est-à-dire que quand on achète un bien, même si on n'est pas censé savoir ce qui a été bâti comme petite annexe, comme petite fermeture, comme terrasse, ce genre de choses-là, on devient responsable de l'infraction. Oui, tout à fait. C'est aussi très injuste, ça. Oui. Il n'y a pas d'amnistie? Alors, ça dépend des régions. Ah, bienvenue en Belgique. Donc à Bruxelles, puisque voilà. Marianne le voit, il n'y a pas de prescription ou quoi que ce soit, ou d'amnistie. Donc actuellement, si une infraction est constatée à Bruxelles, il faut introduire un permis de régularisation. On n'a pas le choix. Bon, le jour où on aura un gouvernement, on pourrait peut-être mettre ça sur la table. Non, ça doit être très très compliqué. Mais ça, en tout cas, le notariat bruxellois l'attend avec impatience, dans la mesure où, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, les règles ont été assouplies pour pouvoir régulariser des situations infractionnelles. Il n'y a pas d'infraction urbanistique qui soit non régularisable. Ça n'arrive pas, ça? Ah oui, ça arrive. Ah, voilà. Ça, c'est très Et là, il clair. n'y a pas d'amnistie. Il n'y a pas d'amnistie, mais il y a surtout une obligation de remettre en pristine état. Et si la commune estime, sur base des réglementations, que c'est tellement contraire au plan de secteur, donc on règle l'urbanistique, qu'il faut remettre en pristine état. Et effectivement, il peut y avoir, par exemple, pour parler de Bruxelles, et je laisserai peut-être un notaire wallon parler de la Wallonie, mais à Bruxelles, il y a dans certaines communes des maisons arrière, pas des maisons arrière, mais des petites constructions arrière. Comme il y a un souhait de reverdurisation de l'espace public, ces petites constructions, parfois, on est obligé de les enlever. Ou on a fait un parking devant, c'est fort à Woluwe-Saint-Lambert, à Woluwe-Saint-Lambert, pardon. Ces petites zones qui avaient été tout à fait qui sont communes partout, bétonnées. Ouais. Si vous demandez un permis, la commune va vous exiger de reverduriser, de remettre de la pelouse devant. Donc ça, c'est... Et si vous demandez un permis, j'ai plusieurs clients qui ont eu ça, on vous donne le permis pour autant que vous supprimiez votre place de parking. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que le voisin, il en a une, l'autre voisin, il en a une, mais vous avez demandé un permis, donc vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il ne faut pas demander, c'est ça? C'est pas ça que c'est horrible comme conclusion, non mais vraiment. Mais voilà, mais c'est infractionnel. Donc voilà, et si vous demandez le permis, la commune va vous demander de régulariser le reste. Et ici, le client devait faire des travaux qui nécessitaient un permis, donc il a demandé le permis, et il a une petite surprise à la sortie, puisque maintenant il a un beau jardin devant, mais il n'a plus de place de parking, devant chez lui. En Wallonie, c'est plus facile? En Wallonie, c'est un petit peu plus simple, dans la mesure où, depuis quelques années maintenant, on a une loi d'amnistie. Et donc, après soit de 10 ans, soit de 20 ans, certaines infractions sont automatiquement considérées comme régulières. Mais pas toutes. Pas toutes. Hein. Il faut quand même être prudent. Des grosses infractions. Exemple? Par exemple, si vous construisez une maison en zone sur agricole. Un camping. Voilà. Sur un camping ou en zone agricole, c'est typiquement le cas typique pour lequel l'amnistie là ne peut pas jouer. Et donc là, vous devrez être obligé de démolir votre construction si jamais vous n'avez pas respecté le plan de secteur. En plus de ne pas avoir demandé de permis d'urbanisme au préalable pour construire une maison, il faut déjà
ou en tout cas une construction dans ces zones-là. Mais donc quand on a signé une offre, on est tenu derrière. Si les renseignements urbanistiques qu'on doit demander à la commune ne sont pas conformes, qu'est-ce qui se passe alors ? Alors déjà, la commune, c'est pas toujours complet et quand ils répondent, ils disent que ça reste indicatif. Donc je pense c'est facile. Oui. Donc il faut essayer d'être attentif dès le moment où on va visiter le bien, poser les bonnes questions si on voit qu'il y a eu des travaux récents, s'il y a une annexe, s'il y a une rehausse en toiture, s'il y a eu un changement important du relief du sol, des terrasses qui ont l'air d'être récentes. Il faut vraiment interpeller le vendeur, l'agence, voir ce qui est dit dans la publicité, demander s'il y a eu des permis. Donc, il faut vraiment être proactif. Et un autre point, c'est qu'il ne peut pas y avoir en Wallonie d'amnistie pour tout ce qui est lié à des problèmes de division d'un bien en plusieurs logements. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Des difficultés pour savoir, mais finalement, d'un point de vue urbanistique, tiens, on a une maison, il y a 4 logements, mais en fait, elle est connue comme n'en ayant qu'un. Et là, il va y avoir une nécessité de régulariser. Et peut-être ils vont dire oui, mais peut-être ils vont dire oui pour 2, 3 logements et pas pour 4. Si l'acheteur a tenu compte des rentrées locatives dans son calcul, voilà, c'est important qu'on sache ce qu'il en est. Pour les logements, juste pour compléter ce que dit Marie-Hélène, il faut que le logement soit antérieur à 1994 pour qu'il soit régulier en région wallonne. Tous, dans ce cas-là. Oui, tous. Quel que soit leur nombre. Oui, tout à fait. Okay. Oui, et une dernière chose, c'est que la preuve appartient au propriétaire. Et donc la commune, elle attend qu'on démontre soit que c'est antérieur en 94, soit qu'il y a eu un permis. Donc c'est assez compliqué. Bien, eh bien merci à tous. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce premier numéro de C'est pour votre bien. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à notre émission, envoyez-nous un mail à l'adresse info@ln24.be avec toutes les informations dont vous disposez. Nos notaires seront là pour répondre à vos questions et l'équipe reviendra vers vous également. Merci à vous tous. Merci à Lionel qui a préparé cette émission. Merci à Nicolas qui est en régie et à tous les collaborateurs d'LN24 qui ont travaillé sur ce premier numéro. Je vous dis à très vite et notamment à dimanche prochain, 18h. Belle soirée.